Mes chers compatriotes, bonjour. Je voudrais vous parler, avec une vidéo que je voudrais faire assez courte, de ce qui est en train de se passer au Niger avec notre ambassade à Niamey. Je résume les faits. Vous savez qu'il y a eu un coup d'État qui a eu lieu le 26 juillet, que ce coup d'État a pris une coloration au Niger très anti-française et que les relations avec Paris se sont tendues. Elles se sont tendues d'ailleurs avec Paris, entre Paris et Niamey, comme elles se sont tendues auparavant avec la Guinée, avec le Mali, avec le Burkina Faso. Je ne vais pas revenir sur tout ça. J'ai fait déjà une vidéo sur la France qui se fait chasser d'Afrique, notamment à cause des politiques menées depuis Nicolas Sarkozy et tout particulièrement depuis Macron. Mais là, je voudrais revenir sur un point particulier, et qui est que la situation est devenue tellement tendue que le gouvernement de Niamey, la junte militaire qui s'est emparée du pouvoir il y a donc un mois, a annoncé qu'elle déclarait persona non grata. C'est du latin, ça veut dire personne non souhaitée, non désirée. Voilà, persona non grata, l'ambassadeur de France en personne, M. Stefanité. Et elle a dit que ce monsieur, donc l'ambassadeur de France, avait donc 48 heures pour quitter le Niger. Alors, suite à cette affaire, on a appris que Macron et la ministre des Affaires étrangères, Madame Catherine Colonna, ont fait savoir que non, que l'ambassadeur de France à Niamey resterait à Niamey. Et ils ont évoqué pour cela, l'argument qu'ils ont sorti, c'est que il y avait eu un coup d'État et que notre ambassadeur avait été accrédité auprès de Mohamed Bazoum, qui est le président de la République du Niger, qui s'est fait donc putcher, qui donc a été arrêté et placé en détention provisoire avec sa famille. Et donc, dans la mesure où Paris ne reconnaissait pas l'autorité légitime au Niger, il considérait que la demande du Niger était nulle et non avenue. Alors, je voudrais revenir là-dessus parce que, personnellement, je considère que c'est une décision qui a été prise par Macron qui est complètement folle, qui est complètement délirante et qui, dans le meilleur des cas, ça va se terminer en pantalonnade où on sera ridiculisé. Et dans le pire des cas, ça laissera des traces très graves. Éventuellement même, on pourrait peut-être en venir à un conflit ouvert. C'est pour ça que c'est quand même quelque chose de sérieux. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que cette décision de Macron, elle est en particulier stupide du point de vue politique et géopolitique. Je terminerai là-dessus. Mais je commencerai par le fait que c'est une décision qui est illégale au regard du droit international. Alors pourquoi ça ? Parce qu'il faut savoir, les ambassadeurs, ça date de l'Antiquité. Déjà, sous la plus haute Antiquité, il y avait des ambassadeurs. Sous les cités grecques échangeaient des ambassadeurs. Les cités de la Renaissance italienne aussi. Sous la monarchie, sous l'Ancien Régime, on le distingue d'ailleurs toujours un peu, mais ça a perdu de sa pertinence, les ambassades extraordinaires, c'est-à-dire qui ne sont pas ordinaires justement, c'est-à-dire il y a un envoyé d'un prince, d'un roi, à notre époque d'un président de la République, enfin d'un chef d'État, qui est envoyé. Et alors, si c'est une mission, par exemple, pour aller négocier le bout de gras sur un traité, etc., on dira que c'est un ambassadeur extraordinaire. Et puis, si ça n'est pas le cas, si c'est un ambassadeur qui est envoyé sur longue période, sur plusieurs mois, plusieurs années, pour résider dans un pays où il va représenter son État, à ce moment-là, on parlera d'un ambassadeur plénipotentiaire, ça veut dire qu'il a tous les pouvoirs, ou bien qui est ambassadeur ordinaire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le statut des ambassadeurs a évolué beaucoup depuis l'âge classique, notamment avec le développement du droit international public, puis avec le développement, au XXe siècle, la multiplication des États. Puisque, disons, sous la Renaissance italienne, les États structurés avec un prince, un monarque, une administration, battant monnaie, il n'y en avait quand même pas tant que ça dans le monde. On peut considérer que, par exemple, aux Amériques, avant l'arrivée des Espagnols, il y avait quoi, les Aztèques au Mexique, les Mayas avaient déjà été submergés, et puis il y avait les Incas au Pérou, Bolivie, et puis c'était à peu près tout. Le reste, ça n'était pas vraiment sous forme d'État. Voilà, donc on peut considérer en Afrique, il y avait aussi quelques États, notamment
le royaume du Bénin, il y avait le royaume du Dahomey, il y avait quelques États qui avaient une existence. Mais il y avait aussi beaucoup d'endroits où c'était le système étatique qui était encore dans les limbes ou dans l'enfance. Voilà. Alors, en revanche, à partir du XVIIIe, XIXe, XXe siècle, et surtout XXe siècle, eh bien, le nombre d'États augmente, et surtout avec les décolonisations. Et donc, à partir des décolonisations après la Seconde Guerre mondiale, on a vu proliférer le nombre d'États, et donc proliférer le nombre d'ambassadeurs qui représentent les États les uns chez les autres. Il a donc été déterminé, à la suite de longues négociations, sous le couvert donc de délégations étrangères plus ou moins pilotées par l'ONU, on a mis au point un système qui s'appelle la Convention de Vienne. Alors il y a 2 conventions de Vienne. Il y en a une sur le droit des traités, mais ce n'est pas de celle-là que je parle. Je parle de l'autre, la Convention de Vienne du 18 avril 1961, qui porte sur les relations diplomatiques et consulaires. Alors c'est un traité qui explique ce que c'est qu'un ambassadeur, quels sont ses privilèges, ses immunités, ce qu'il a le droit de faire, ce qu'il a le droit de ne pas faire, ce que doit faire l'État qui le reçoit, etc. Alors, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est il y a 2 types d'États. Il y a l'État que l'on appelle l'État accréditaire. C'est celui qui reçoit un ambassadeur étranger. Accréditaire, c'est pour un moyen mnémotechnique, c'est comme destinataire. Hein, donc, l'État accréditaire, c'est celui qui reçoit un ambassadeur d'un pays étranger. Et il y a l'État accréditant, c'est celui qui envoie justement cet ambassadeur. Donc il est question des États accréditants et des États accréditaires. Par exemple, dans le cas qui nous préoccupe, il y a un État accréditant qui est la France, qui a accrédité donc un ambassadeur qui s'appelle M. Stefanité et qui donc est l'ambassadeur de France. Et l'État accréditaire, eh bien c'est celui qui l'a reçu, c'est le Niger. Alors je signale tout de suite que pourquoi est-ce qu'on dit accrédité ? Parce que ça remonte à une époque, qui est toujours d'ailleurs d'actualité, c'est que lorsqu'un ambassadeur arrive dans un pays étranger, il est reçu par le chef de l'État ou par la personne qui, dans le cadre de la constitution du pays accréditaire, a le pouvoir de recevoir les ambassadeurs étrangers et donc de recevoir ce que l'on appelle les lettres de créance. Créance, ça veut dire pour bien croire, hein, pour croire en lui. Donc lorsqu'un ambassadeur de France, par exemple, est nommé dans un État étranger, il est reçu en général par le chef de l'État. Et le chef de l'État, donc, il remet au chef de l'État, dans une enveloppe, une formule qui est la formule spéciale. C'est ce qu'on appelle les lettres de créance. D'où le mot accrédité. Voilà, j'espère que les choses sont claires. Alors, dans cette convention de Vienne de 1961, il est précisé les moments de crise et il est notamment précisé un article que je vais vous lire avec nous parce qu'il est exactement d'actualité. C'est l'article 9 de cette convention de 1961. On va le lire ensemble. Regardez. Donc, comme vous le voyez, Convention de Vienne sur les relations diplomatiques conclue à Vienne le 18 avril 1961. Ça a été ensuite signé et ratifié par quasiment tous les États du monde. Alors, article 9, alinéa 1. L'État accréditaire peut à tout moment et sans avoir à motiver sa décision informer l'État accréditant que le chef ou tout autre membre du personnel diplomatique, le chef de la mission est persona non grata. C'est exactement ce qui vient de se produire. L'État accréditaire, le Niger, a prévenu l'État accréditant, la France, que le chef de sa mission diplomatique, que l'ambassadeur, était persona non grata. Il doit donc partir. Et le Niger, l'État accréditaire, a fixé 48 heures pour que ce monsieur s'en aille. Alors on poursuit l'article 9 alinéa 1. L'État accréditant rappellera alors la personne en cause ou mettra fin à ses fonctions. En diplomatie, comme dans le droit en général, mais dans le droit international encore plus, chaque mot compte. Et ce qui compte, c'est les mots qui sont utilisés. Là, c'est la version française qui fait foi. Et il y a aussi les mots qui ne sont pas utilisés. Si on a écarté certains mots, c'est que justement on voulait écarter l'idée. Donc là, lorsqu'il est écrit « L'État accréditant rappellera alors la personne en cause », ça ne laisse aucun doute sur la marche à suivre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'État accréditaire a déclaré que l'ambassadeur était persona non grata, l'État accréditant doit
obéir, doit obtempérer, il doit rappeler la personne en cause. Il n'y a pas marqué peut rappeler, pourra éventuellement. Non, non, il y a marqué rappellera. Donc, dans ce genre de texte juridique, lorsque c'est un indicatif utilisé de cette façon, ça veut dire doit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de marge de manœuvre. Alors, il y a dans cet article 9 un alinéa 2 qui est également brûlant d'actualité pour ce qui nous concerne. Je vais le lire avec vous. Alinéa 2. Si l'État accréditant refuse d'exécuter. C'est exactement ce qui se passe. La France, en tant qu'État accréditant, refuse d'exécuter l'obligation qui lui incombe au terme du paragraphe 1 du présent article, c'est-à-dire l'obligation de rappeler son ambassadeur puisqu'il a été déclaré persona non grata. Alors lisez bien ça. L'État accréditaire peut refuser, là il y a marqué peut, ça n'est pas obligatoire, mais peut refuser de reconnaître à la personne en cause la qualité de membre de la mission diplomatique. Donc chaque mot compte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le cas d'espèce, si l'État accréditant la France refuse de rappeler son ambassadeur alors qu'il a été déclaré persona non grata, l'État accréditaire, c'est-à-dire le Niger, peut considérer que l'ambassadeur ne fait plus partie de la mission diplomatique. Il a le droit de le faire, c'est dans le droit international positif. Selon l'article 9, alinéa 2 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, le Niger peut désormais considérer que M. Stefanité n'est plus membre de la mission diplomatique. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que l'ambassadeur de France perd toute son immunité diplomatique. Ça veut dire qu'il peut être arrêté maintenant à tout instant. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Alors, la question qui se pose, c'est que pourquoi est-ce que Macron fait ça? J'ai rappelé tout à l'heure, en préambule, qu'il décidait ça au motif que la France avait accrédité notre ambassadeur auprès de Mohamed Bazoum et puis que voilà, il y avait un coup d'État et donc qu'il ne reconnaissait pas la légitimité des nouvelles autorités. Mais je suis désolé, Macron encore une fois fait preuve d'une ignorance crasse et du droit international et de l'histoire. Crasse du droit international parce que vous pouvez lire cet article dans tous les sens, comme d'ailleurs toute la Convention de Vienne du 18 avril 1961, et vous constaterez qu'à aucun moment il n'est mention du chef de l'État en particulier d'un pays accréditaire ou accréditant. Un ambassadeur n'est pas accrédité auprès d'une personne, il est accrédité auprès d'un État. C'est absolument fondamental. C'est d'ailleurs une des rhétoriques habituelles de ce qui normalement était la diplomatie française pendant des siècles, et en particulier sous Charles de Gaulle. La formule rituelle que l'on disait en France, c'est que la France reconnaissait des États et ne reconnaissait pas des régimes. C'est très très important. Ça veut dire que la France pouvait reconnaître des États dont elle condamnait profondément le caractère dictatorial, voire criminel ou meurtrier du gouvernement, mais elle ne reconnaissait pas le gouvernement, elle reconnaissait un État. C'est pour ça d'ailleurs que De Gaulle avait reconnu la République populaire de Chine en janvier 1964. De Gaulle, comme tout le monde, savait que le régime maoïste était un régime qui avait fait des millions de morts, mais c'était pas un satisfecit pour Mao Tse-tung, c'était la reconnaissance d'un fait objectif qui était celui-là. Voilà. Ça veut donc dire que notre ambassadeur, M. Stefanité, qui est ambassadeur au Niger, il n'est pas ambassadeur de Macron. Sur la plaque qu'il y a sur son bâtiment, il n'y a pas marqué ambassadeur d'Emmanuel Macron auprès de Mohamed Bazoum. Non, non, non. Ça, il faut vraiment ne rien comprendre aux relations diplomatiques. Il est ambassadeur de la République française auprès de la République du Niger. Donc, le fait que Bazoum ait été chassé du pouvoir, ça, c'est un fait et dont il faut tenir compte. Dans une autre vidéo, j'explique que les États-Unis ont déjà fait savoir que pour eux, c'était terminé, Bazoum. Bazoum ne redeviendra pas président du Niger, selon toute probabilité. Les États-Unis, dans la lettre de mission qu'ils ont donnée à leur nouvel ambassadrice à Niamey, justement, ils disent qu'il faut simplement assurer la libération de Mohamed Bazoum. Ils ne disent pas qu'il faut le réinstaller. Donc la probabilité de réinstaller Bazoum à la tête de l'État du Niger est très très faible.
Mais de toute façon, ça n'est pas le problème. Le problème, c'est quelle est la réalité des faits. Actuellement, la réalité des faits, c'est que Mohamed Bazoum est dans une prison, qu'il n'y a pas eu de manifestation populaire pour le soutenir d'ailleurs. En revanche, il y a des manifestations populaires, et notamment de la jeunesse de Niamey, qui sont très importantes pour le pays, pour soutenir la junte qui a pris le pouvoir. Alors on peut le regretter, hein, ça c'est autre chose. Mais c'est comme ça. C'est un fait. Voilà. Et donc, normalement, eh bien, il n'y a que deux possibilités dans ce genre de situation. Soit on considère que la France reconnaît des États et non pas les régimes. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc la France a un ambassadeur auprès de la République du Niger. S'il y a un coup d'État, l'ambassadeur reste sur place. Voilà, auprès des nouvelles autorités qui ont pris le pouvoir, même si elles ont pris le pouvoir d'une façon inconstitutionnelle. Mais ça, c'est vieux comme le monde. Enfin, le nombre de cas où la France, et pas seulement la France, s'est retrouvée dans cette situation d'avoir des relations diplomatiques, d'avoir un ambassadeur dans un pays où il y avait un coup d'État et de maintenir l'ambassadeur, c'est sans arrêt. En Afrique, il y a eu des quantités de coups d'État, notamment depuis les indépendances. On ne changeait pas les ambassadeurs à ce moment-là et on reconnaissait tout de suite, enfin pas tout de suite, mais quelques jours après, on reconnaissait les nouvelles autorités. D'ailleurs, c'est la même chose pour les pays prétendus démocratiques. Lorsque, par exemple, Joe Biden succède à Donald Trump, notre ambassadeur de France aux États-Unis reste ambassadeur, et cette fois-ci, il ne traite plus avec l'administration républicaine, mais il traite avec l'administration démocrate. Puisqu'il n'est pas ambassadeur auprès de Trump ou auprès de Biden, il est ambassadeur auprès des États-Unis d'Amérique en l'espèce. Donc normalement, la France devrait dire écoutez, ce sont les affaires intérieures du Niger, et donc on traite avec les nouvelles autorités. Alors, il y a une autre possibilité. Si décidément la France estime que c'est absolument scandaleux qu'il y ait eu ce coup d'État et ne reconnaît pas, à ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est prévu aussi par la Convention de Vienne, c'est prévu par les usages diplomatiques, la France peut rompre ses relations diplomatiques. Elle peut rappeler son ambassadeur en disant qu'elle ne reconnaît pas le pouvoir en place. Voilà. C'est d'ailleurs c'est ce qui s'est passé. La France l'a fait. Par exemple, avec la Syrie. Avec la Syrie, nous n'avons plus d'ambassade depuis quasiment une dizaine d'années, puisque lorsqu'il y a eu la tentative de coup d'État, en fait fomentée par les États-Unis, contre Bachar al-Assad, en utilisant des troubles dans la population, en utilisant une opposition qui est réelle en Syrie mais qui n'était pas majoritaire, la France a pris fait et cause pour l'opposition et a considéré que Bachar el-Assad était illégitime, et donc la France a retiré son ambassadeur puis a fermé son ambassade. Donc si Macron considère que le coup d'État au Niger est absolument scandaleux et qu'il faut remettre Mohamed Bazoum au pouvoir, à ce moment-là, la France peut rompre ses relations diplomatiques et rappeler tout son personnel. En revanche, ce que Macron n'a pas le droit de faire, c'est justement ce qu'il est en train de faire. C'est-à-dire de maintenir quelqu'un qui est ambassadeur auprès de la République du Niger et faire comme si les événements qui venaient de se produire n'existaient pas. Parce que là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons tout droit au désastre. Je voudrais rappeler un exemple. Lorsque, le 17 avril 1975, à Phnom Penh, les Khmers rouges se sont emparés du pouvoir du Cambodge, qui était détenu par le général Lon Nol, qui lui-même d'ailleurs avait fait un coup d'État contre le prince Sihanouk. La France, ça n'avait pas dérangé qu'il y ait eu un coup d'État contre le prince Sihanouk, qui pourtant était un monarque très francophile, francophone parfaitement, qui avait même été correspondant du Canard enchaîné, je ne sais pas si vous vous rendez compte, quand il était prince cambodgien. Lorsqu'il y a eu un coup d'État en 1970 fomenté par les Américains pour chasser du pouvoir le prince Sihanouk et mettre une marionnette, le général Lon Nol, à la place de Sihanouk, la France a continué à reconnaître le Cambodge avec cette marionnette. Et lorsque les Khmers rouges sont arrivés en 1975, eh bien à ce moment-là, il y a eu, c'était un événement tout à fait épouvantable, un certain nombre de Cambodgiens qui parlaient des langues étrangères ou qui étaient un peu des intellectuels craignant pour leur vie, ils avaient raison de craindre pour leur vie d'ailleurs, se sont réfugiés, et ils se sont réfugiés notamment à l'ambassade de France
au Cambodge en 1975. Voilà, 17 avril 1975. Il y a un film que vous avez peut-être vu, que je vous conseille parce qu'il est un film poignant et qui retrace très très bien ce qui s'est passé. C'est le film américain qui s'appelle Killing Fields. Et en français, je crois que ça a été traduit par les champs de la mort. Donc il y a eu l'ambassade de France a vu arriver des quantités de réfugiés qui sont entrés dans ses locaux, plus exactement dans le périmètre de son jardin, qui était bénéficié d'extraterritorialité, selon la Convention de Vienne. Et cette ambassade a été cernée par les Khmers rouges, qui ont exigé que l'ambassadeur de France à l'époque lui donne tous les non-nationaux français. Et donc l'ambassade de France a fait partir les non-nationaux qui ont été envoyés à une mort certaine. Ils ont dû être pour la plupart exécutés dans les heures suivantes. Même s'il y a eu quelques cas, c'est le cas justement du film dont je vous parle, de quelqu'un qui a réussi à se sauver pendant les 4 ans du régime Khmer Rouge. Quant à l'ambassade de France, eh bien, les Khmers rouges ont dit après cet épisode que toutes les ambassades étrangères devaient fermer. Eh bien, l'ambassadeur de France et ses collaborateurs, eh bien, sont partis. Et comme il n'y avait plus aucune rotation aérienne, ils sont partis par la route, avec des autocars mis à leur disposition, et ils sont sortis par la frontière terrestre vis-à-vis avec la Thaïlande. Et donc la France n'a pas joué les rodomontades en disant pas du tout, c'est hors de question. Nous, on avait accrédité auprès du général Lon Nol, donc on reste. Pourquoi la France n'a pas fait ça? Parce qu'ils ont compris, à l'époque, la France a compris qu'en 1975, que si on faisait ça, ça allait se terminer par un bain de sang, un massacre général. C'était déjà très bien que les Khmers rouges, et qui était une révolution inimaginable, une révolution d'une extraordinaire violence, qui ne respectait absolument aucun usage ni aucun droit existant, avait quand même reconnu dans les premiers jours la Convention de Vienne et avait donc accepté de ne pas massacrer les ambassades étrangères et simplement leur demander de s'en aller. Alors pour en revenir à notre affaire, le droit international est contre Macron. Voilà. Notre ambassadeur n'a pas été accrédité auprès de Mohamed Bazoum. Ce que Macron a dit est faux. Il a été accrédité auprès de la République du Niger. Ensuite, il y a eu un coup d'État dans cette République du Niger. On peut le regretter. Si on le regrette énormément, on rompt les relations diplomatiques et on rapatrie tout le personnel diplomatique. Et si on ne le regrette que modérément, on fait avec. Et puis on maintient notre ambassade tant que l'ambassade n'est pas chassée. Mais ça veut dire qu'on reconnaît la légitimité donc des nouvelles autorités. Et si ces nouvelles autorités disent qu'il faut qu'on dégage, il faut dégager. Voilà. Alors Macron ne fait pas ça. Il fait donc quelque chose. Moi, j'ai cherché, je n'ai pas d'exemple. En fait, il faut peut-être que je cherche mal, mais je n'ai pas d'exemple dans l'histoire de France, du moins au XXe siècle. Je n'ai pas d'exemple, ni d'ailleurs dans d'autres pays du monde, où lorsqu'un État fait l'objet, donc son ambassadeur fait l'objet d'une expulsion, persona non grata, je n'ai pas d'exemple que l'État ait dit non, je reste. Je n'en ai pas d'exemple. Et comme je vous l'ai dit, c'est contraire expressément à l'article 9 alinéa 1 de la charte de la Convention de Vienne du 18 avril 1961. Donc je n'en ai pas d'exemple. Donc qu'est-ce qui va se passer maintenant? Alors là, le moment où je parle, nous sommes le 29 août 2023. L'ultimatum a expiré depuis hier soir, l'ultimatum de 48 heures qui avait été fixé par les autorités nigériennes. Et les autorités du Niger, semble-t-il, ont décidé d'entourer notre ambassade à Niamey, mais également le consulat à Zinder, qui est dans la deuxième ville du Niger, mais également notre base militaire. Il semble que l'armée nigérienne a entouré autour de nos implantations. Et donc il semble, même si Macron a dit que c'était pas vrai, ce qui donc prouve probablement que c'est exact, et donc il n'y aurait plus de fourniture ni d'électricité, ni d'eau, ni de nourriture, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un petit peu comme une espèce de siège. Voilà, l'ambassade se retrouve dans un état de siège. Normalement, ça n'est pas prévu. Normalement, les relations dans le cadre de la Convention de Vienne, un État accréditaire n'a pas le droit d'intervenir dans l'enceinte du pays accréditant, qui bénéficie d'une extraterritorialité, mais normalement, il doit également permettre à la mission de fonctionner correctement. Donc là, si les autorités du Niger font ça, on est quand même à la limite de la Convention de Vienne, mais il faut avouer que, normalement,
Normalement, les autorités de Niamey peuvent, si l'ambassadeur de France sort le museau de l'ambassade, il peut être arrêté immédiatement. Arrêté, envoyé en prison avec les bracelets, etc. Vous imaginez quand même l'image au niveau mondial, l'ambassadeur de France arrêté. Alors, j'ajoute aussi au passage que ça, c'est le droit international. Mais le droit international peut être violé. C'est ce que fait Macron, d'ailleurs, puisque Macron ne défère pas à la demande qui lui a été formulée. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a une loi qui remonte à la plus haute antiquité, donc toute la civilisation a essayé de s'en débarrasser, ce qu'on appelle la loi du talion, c'est-à-dire œil pour œil, dent pour dent. C'est-à-dire que si Macron ne reconnaît pas le droit international et considère que les autorités du Niger n'ont pas le droit d'expulser notre ambassadeur, ben les autorités du Niger peuvent très bien se dire si M. Macron piétine le droit international, on va faire pareil. Et donc elles peuvent très bien intervenir dans l'ambassade. Le cas n'est pas sans précédent. Rappelez-vous ce qui s'était passé en 1979, je crois, sous la présidence Carter à Téhéran. C'est-à-dire qu'à Téhéran, après la révolution iranienne, l'ambassade des États-Unis en Iran, qui était une espèce de foyer de purulence, de déstabilisation du nouveau régime, etc., eh bien, le régime de Téhéran avait envoyé non pas les forces militaires, mais avait envoyé ce qu'on appelait des étudiants, qui étaient évidemment pilotés par le ministère de l'Intérieur, des étudiants qui avaient pris d'assaut l'ambassade des États-Unis et qui avaient pris en otage 200 personnes, je crois. Enfin, c'était considérable à l'ambassade des États-Unis. C'est un problème qui a duré au moins un an et demi, qui empoisonnait en fait les relations déjà exécrables entre les États-Unis et l'Iran, parce que les États-Unis n'osaient pas intervenir militairement parce qu'il y avait quand même 200 otages américains qui risquaient d'un bain de sang. Alors, d'après ce qu'on lit, il semble que l'armée française ait envoyé à Niamey un corps d'élite, un corps spécial de militaires français pour protéger l'ambassade et protéger l'ambassadeur. Donc il doit y avoir, je suppose, quelques dizaines peut-être de militaires qui sont là pour protéger l'ambassade. Bon. Mais ça n'est jamais que quelques militaires ou quelques dizaines de militaires. L'armée du Niger, c'est quand même pas zéro. Je crois qu'il y a 58 000 soldats, sans compter des dizaines de milliers de jeunes Nigériens qui sont là et qui défilent. Donc, si le Niger décidait de piétiner le droit international, ce qui serait, à mon avis, une grave erreur de sa part, et donc s'il y a des gens qui m'écoutent, j'espère qu'ils ne le feront pas. Mais si d'un seul coup, exaspérés par Macron qui ne respecte rien, ils voulaient à leur tour ne rien respecter, mais ils pourraient se précipiter, violer l'extraterritorialité de notre ambassade et prendre des otages. Au total, là-dedans, il y a quand même plusieurs personnes qui doivent faire quand même triste mine. C'est d'abord et avant tout notre ambassadeur, sa famille. Je ne sais pas s'il a une femme et des enfants avec lui. Et puis ses collaborateurs. Je vois, il y a des rumeurs comme quoi il ne serait plus sur place. Mais moi, je crois qu'il est sur place. Alors, je ne sais rien. C'est la maison des rumeurs, Internet. Mais je crois qu'il est bel et bien sur place, l'ambassadeur. Et donc, c'est quand même très embêtant. Parce que il est en train quand même de mettre notre ambassadeur dans une situation où, au regard même du droit international, je le rappelle, l'article 9, alinéa 2 de la Convention du 18 avril 1961 que j'ai rappelé tout à l'heure, notre ambassadeur, il a intérêt à rester dans son bureau, à dormir sur place, à manger sur place, du moins tant qu'il a encore un peu d'eau et d'électricité, il semble qu'il n'en ait plus. Donc on imagine qu'il doit faire très chaud, un peu d'eau et puis un petit peu de nourriture, j'espère qu'ils ont fait des stocks. Mais si tout est verrouillé, je ne sais pas ce qu'il va devenir en fait. Et s'il essaye de sortir, au moment où il serait sorti, je suppose qu'il doit y avoir des soldats nigériens tout autour de notre ambassade, et dès qu'il sort, il est arrêté. Il est placé en état d'arrestation, conformément à la Convention de Vienne. Conformément à la Convention de Vienne. La personne de l'ambassadeur ne serait plus intouchable. Elle est normalement intouchable dans la mesure où il est bien le plénipotentiaire, il est bien envoyé par l'État. Et dans la mesure où l'État accréditaire le reconnaît, mais puisque l'État accréditaire ne le reconnaît plus, a demandé qu'il parte, et qu'au bout de 48 heures, l'État accréditant a refusé de le retirer, comme le dit la Convention de Vienne, à ce moment-là, l'État accréditaire est fondé, a le droit
C'est très important. Hein. Le droit devant la Cour internationale de justice, les juges diraient le Niger a le droit désormais de considérer que M. Stefanité n'est plus l'ambassadeur de France et qu'il c'est une personne comme tout le monde et qu'il peut faire l'objet d'une arrestation. Je serais bien surpris si un certain nombre de nos ambassades et diplomates français, dont le secret de leur conscience, n'étaient pas scandalisés par l'attitude de Macron. De toute façon, les ambassadeurs de France, notre corps diplomatique, qui a déjà mille raisons d'être furieux puisque Macron a sabordé le corps des conseillers des affaires étrangères. Mais en plus de ça, un ambassadeur, c'est pas forcément quelqu'un de stupide, c'est normalement quelqu'un d'intelligent et quelqu'un qui vit sur place. La grande majorité de nos ambassadeurs dans beaucoup de pays d'Afrique ou du monde, etc., ou en Russie ou en Chine, etc., je sais parce que je les connais et puis parce que c'est naturel, c'est qu'ils voient la situation sur place et ils sont loin de donner au fond de leur conscience raison à la France. Évidemment, ils sont tenus par l'obéissance au pouvoir politique, mais au fond d'eux-mêmes, je suis persuadé que des ambassadeurs dans un certain nombre de ces pays savent que la France, et que Macron plus exactement, fait n'importe quoi. En fait, Macron, le problème, c'est qu'il traite les dirigeants du Niger exactement comme il a traité les gilets jaunes en France, qu'il a fait mutiler, borgner, etc. De la même façon qu'il traite ceux qui ont écrit des cahiers de doléances, les cahiers de doléances ont été mis au panier. De la même façon qu'il a traité la réforme des retraites en allant tabasser tout le monde, en n'écoutant absolument rien. De la même façon qu'il a traité les gens qui ne voulaient pas se faire injecter une injection encore expérimentale au moment de la Covid, l'injection ARNM de chez Pfizer, pour ne pas la nommer. Donc rappelez-vous qu'il avait dit « j'ai très envie de les emmerder ». Voilà. Donc Macron, sa psychologie profonde, c'est absolument pas un homme d'État, c'est un psychopathe, c'est quelqu'un qui est en fait un enfant gâté et qui dit puisque c'est ça, voilà, je vais l'emmerder. Voilà. Puisque le chef de la junte a déclaré l'ambassadeur de France persona non grata, la seule réaction de Macron, c'est de dire non, j'en fais qu'à ma tête et je l'emmerde en fait. Voilà, c'est ça. Alors c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave parce que ça prouve que Macron il a un poids chiche dans le cerveau, quoi. Madame Colonna, n'en parlons pas. C'est vraiment, on dirait, c'est rien du tout, quoi. Elle est là c'est le toutou de Macron, quoi. Donc ça veut dire, c'est très grave parce que ça veut dire ils n'ont pas prévu le coup d'après. Alors comment cette affaire va se terminer, je n'en sais rien. Enfin, en gros, moi, je ne vois que deux possibilités. La première, c'est que les autorités nigériennes font le blocus autour de notre ambassade et, comme je le disais tout à l'heure, l'eau, la nourriture vient à manquer. Alors on fait quoi ? La première hypothèse, c'est qu'il y a un moment à partir duquel on lève le drapeau blanc et puis on dit on va l'expulser. Et on verra à ce moment-là l'ambassadeur qui aura passé 10 jours, 12 jours comme ça, qui n'aura pas pu prendre 2 douches, qui n'aura pas dormi, qui aura une tête de repris de justice, et qui aura perdu 10 kilos, on verra. Et puis il sera obligé de sortir de l'ambassade. Les Nigériens pourraient accessoirement lui mettre les bracelets et puis l'embarquer pour l'expulser à la frontière avec le Burkina Faso. C'est quoi l'intérêt ? C'est quoi l'intérêt de faire ça ? Ça va dire qu'on va stresser notre ambassadeur, sa famille, ses collaborateurs. On le met quand même dans une situation personnellement difficile. Et puis, on va être ridicule aux yeux du monde, parce qu'au bout du compte, j'ai vu sur RTL, là, il disait, oui, c'est à la France de décider quand est-ce qu'elle retirera son ambassadeur la tête haute. Mais si on le retire dans 6 jours, et que le type est complètement émacié, qu'il a des yeux de zombie, qu'il n'a pas dormi pendant 6 jours, et qu'il n'a pas mangé autre chose qu'un quignon de pain, et qui pue comme un chacal parce qu'il n'a pas pris de douche alors qu'il fait 40 degrés dehors, je vois pas en quoi ça sera vraiment quelque chose de formidable pour la France d'avoir fait ça. C'est ridicule. Alors il y a une autre possibilité. Je vois sur les réseaux sociaux comme ça, il y a des gens qui s'enflamment en disant « il n'y a qu'à envoyer l'armée ». Oui, très bien, envoyons donc l'armée. Alors il est vrai qu'on a une base militaire, mais si on envoie l'armée, ça veut dire que c'est la guerre. Enfin, c'est ça que ça veut dire. Hein. Ça veut dire que le Burkina Faso, le Mali, la Guinée
se rangent immédiatement derrière le Niger, envoient leurs troupes. Et puis ça veut dire aussi que fait la CEDEAO, qui pour l'instant, comme je l'avais d'ailleurs laissé entendre dans ma vidéo précédente, s'est mise aux abonnés absents. Enfin, après quelques rodomontades, on se met en position de, etc. Mais en fait, rien du tout. Et puis surtout, on oublie. On oublie la puissance qui tire quand même un certain nombre de ficelles dans toute cette affaire. J'en parle dans une autre vidéo que je fais en parallèle. Ce sont les États-Unis d'Amérique. Parce que les États-Unis d'Amérique ont une ambassade, ont une présence de plus en plus importante au Niger, et c'est eux, en fait, qui décideront de ça. Donc, à mon avis, si la France se lançait dans une aventure militaire, ça risquerait de se terminer par une nouvelle gifle pour la France. C'est un peu ce qui s'était passé en 1956, lorsque les troupes françaises et britanniques étaient intervenues, avaient sauté sur le canal de Suez, et ça s'était terminé en eau de boudin au bout de 48 heures, lorsque les États-Unis et l'Union soviétique avaient sifflé la fin de partie, puisque c'était lorsque Nasser, le dirigeant égyptien, qui d'ailleurs avait fait un coup d'État contre le roi Farouk, le Nasser avait nationalisé le canal de Suez, dont je vous rappelle quand même qu'il fut construit sous Napoléon III, inauguré par l'impératrice Eugénie vers les années 1860, et que la compagnie de Suez était une compagnie par actionnariat. Donc c'était un des grands triomphes à la fois de la diplomatie, de la géopolitique et de l'ingénierie française au XIXe siècle. Voilà. Donc en 1956, 100 ans après, on avait été gros gens comme devant, c'est-à-dire que les Américains avaient sifflé la fin de partie en disant « Allez, vous arrêtez vos gamineries ». Donc il est à craindre que ça se termine comme ça. Donc aussi une humiliation. Je terminerai en un dernier point. C'est que Macron est vraiment un crétin, en fait. C'est quelqu'un qui ne voit pas, qui ne comprend pas ce qu'il fait et qui ne comprend pas quelque chose d'extrêmement important. Ce qui est extrêmement important, c'est que les faits, les actes, les paroles, les décisions, tout ça, ça s'accumule au cours d'une vie. Les Indiens parlent du karma. Donc c'est le résidu de tout ce que l'on fait. Et au lieu de jouer l'apaisement avec le Niger comme avec les pays de la francophonie, avec lesquels de toute façon on sera bien obligé de composer, comme eux seront bien aussi obligés de composer avec la France, même si actuellement les esprits sont extrêmement échauffés dans tous ces pays, quand les choses se seront calmées, j'espère qu'elles se calmeront au bout de quelques mois, quelques années, progressivement. Les gens savent très bien qu'il y a des nationaux en France, qu'il y a des liens traditionnels, qu'il y a une présence économique, etc., etc. Normalement, quand les dirigeants seront changés, il devrait pouvoir y avoir un rapprochement. Mais pour cela, il faut d'ores et déjà essayer de calmer le jeu. Un véritable chef d'État, c'est quelqu'un qui calmerait le jeu. Moi, j'aurais été à la place de Macron. D'abord, il n'y aurait pas eu ce qui s'est passé. Parce que j'aurais changé de fond en comble la politique de la France vis-à-vis de l'Afrique francophone qui nous est proche à de nombreux égards. J'en ai souvent parlé. Mais si aujourd'hui j'arrivais à l'Élysée pour essayer de réparer les pots cassés, la première chose que j'aurais faite, c'est que j'aurais dit très bien, l'ambassadeur de France est déclaré persona non grata, et donc on le retire. Voilà. C'est tout. Vous savez, je crois que c'est ce qu'avait dit le président des États-Unis lorsqu'en 1966, De Gaulle avait fermé les bases militaires américaines en France. Les États-Unis avaient dit voilà, quand on me demande de m'en aller, je m'en vais. Voilà. C'est aussi simple que ça. Alors que Macron, en jouant comme ça une espèce de caractère bravache, de petit mec en fait, de petit caïd de banlieue minus, c'est ça en fait. C'est un petit raisonnement misérable, minable. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Il est en train d'approfondir la crise, de la porter au paroxysme, de créer des haines cuites et recuites. C'est vraiment ça qu'il veut. Il devrait méditer un joli proverbe chinois encore un. Vous savez que j'aime bien les proverbes chinois. Un proverbe chinois qui dit « Après une grande haine, il reste toujours
une petite haine. Alors, aujourd'hui, un chef d'État français arrivant et remplaçant Macron parce que la situation est tellement grave, tellement catastrophique, la première chose qu'il devrait faire, c'est d'essayer de calmer le jeu et de préserver l'avenir. Voilà. Plutôt que de jouer les rodomontades sans en avoir les moyens et surtout en se trompant de siècle et en se trompant sur les capacités réelles de la France. On ne reconquérera l'amitié, l'estime de nombreux pays du monde qu'à partir du moment où on saura se tenir convenablement. Et la première chose pour se tenir convenablement, c'est déjà de respecter le droit international public. Vive la République et vive la France.